Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Sophie à mon combat. Aujourd'hui, nous allons aborder la schizophrénie ou comprendre l'indicible. Ce mot que l'on redoute, que l'on juge, que l'on stigmatise et parfois que l'on comprend à peine. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est une synthèse scientifique, humaine et personnelle. Parce que derrière chaque définition clinique, il y a des visages, des histoires et parfois des enfances volées. Derrière chaque mot médical, il y a ma fille. Tout d'abord, posons une définition claire et précise de cette maladie. Elle est tout d'abord un trouble psychiatrique chronique et sévère, qui affecte la perception de la réalité, la pensée, les émotions, le comportement et les capacités relationnelles. Elle fait partie des troubles dits psychotiques, ce qui signifie que le patient peut vivre des épisodes où il perd pied avec la réalité. C'est une maladie dite multifactorielle aussi, car elle résulte de l'interaction entre plusieurs causes. Des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, comme par exemple des stress précoces, des traumatismes, des infections périnatales, consommation de substances. Vous avez aussi des facteurs dits neurodéveloppementaux, anomalies dans le développement du cerveau dès la grossesse ou la petite enfance. Les facteurs neurobiologiques aussi, avec les déséquilibres de l'hormone qui est la dopamine, le glutamate, et l'altération du cortex préfrontal de l'hippocampe et aussi des circuits de connectivité cérébrale. Aujourd'hui, les neurosciences nous permettent de voir que cette maladie n'est pas qu'un dérèglement soudain, mais souvent une lente dérive de la construction du cerveau. Il existe aujourd'hui différentes formes de schizophrénie. Vous avez les principales que je vais vous nommer maintenant, c'est la schizophrénie paranoïde tout d'abord, qui est la plus fréquente. Elle est dominée par des idées délirantes, comme par exemple la persécution, la grandeur ou le mysticisme, et les hallucinations. La schizophrénie dite désorganisée. Elle est marquée par la désorganisation de la pensée, les discours incohérents, émotions inappropriées. Puis vous avez aussi la schizophrénie dite catatonique. C'est la perturbation motrice extrême, une immobilité ou une agitation incohérente. Vous avez aussi les troubles dits schizoaffectifs, un mélange de symptômes schizophréniques et des troubles de l'humeur. Vous avez aussi la schizophrénie dite résiduelle, où la forme est atténuée avec surtout des symptômes négatifs, dits persistants. Puis vous avez un début précoce et infantile, cas rare mais réel où la maladie débute avant 13 ans, avec un pronostic plus sévère. Aujourd'hui, il existe différents symptômes qui caractérisent cette maladie, qui sont divisés en 3 grandes catégories, dont la première qui représente les symptômes dits positifs, où vous avez des manifestations anormales telles que les hallucinations, dites auditives, visuelles et tactiles, les idées délirantes de persécution, de filiation, religieuse parfois. Vous avez la désorganisation du langage avec les incohérences, néologismes, les comportements dits bizarres aussi ou imprévisibles. Vous avez ensuite une seconde catégorie qui sont les symptômes négatifs, avec la perte de fonction normale. Vous avez l'anédonie, donc l'anédonie c'est l'incapacité à ressentir du plaisir. L'aboulie, qui est la perte de volonté et l'absence d'initiative. L'alogie, qui correspond à la pauvreté du discours. L'apraxie, trouble de la coordination des gestes volontaires. Le retrait affectif et social, qui correspond à la perte de contact émotionnel avec l'environnement. Puis le désinvestissement de l'apparence, du lien aux autres, des projets. Vous avez enfin la troisième grande catégorie qui sont les symptômes cognitifs, avec les troubles de l'attention, l'altération de la mémoire de travail, les difficultés à planifier ou à résoudre des problèmes,
puis l'altération du jugement. Ces symptômes cognitifs sont souvent les plus invisibles, mais les plus handicapants, pour l'insertion par exemple scolaire, sociale ou professionnelle. Dans les 3 quarts des cas, les premiers signes apparaissent bien avant le diagnostic, souvent dès l'adolescence et parfois dès l'enfance. Les neurosciences aujourd'hui avancent à grands pas et puis nous comprenons mieux maintenant les bases cérébrales de cette maladie. Nous savons qu'il s'agit d'une maladie du développement du cerveau et pas qu'un simple accident psychiatrique. Mais malheureusement, la clinique reste en retard. Trop de jeunes sont encore renvoyés à des explications éducatives, relationnelles ou comportementales. Trop de mères, comme moi, qu'on essaye de culpabiliser, au lieu d'être écoutées. Vous voyez tout ce que je viens de vous dire, en fait? Tous ces symptômes, ces signes, ces déséquilibres biologiques, ces formes cliniques, eh bien ma fille les portait tous. Elle les a portés en silence, dans l'attente et dans l'incompréhension. Et moi, sa mère, je les portais avec elle, avec mes bras d'aidante, de thérapeute et mon tempérament de guerrière. Et ce n'était pas à moi de le faire. Sophia est l'exemple vivant que cette maladie commence tôt et qu'elle n'est pas invisible et qu'elle n'est pas inexpliquée. Elle a juste été niée. Et tant que nous n'ouvrirons pas les yeux, nous continuerons à perdre des enfants qu'on aurait pu sauver malheureusement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.